L'opération de dépôt des candidatures pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale s'est clôturée ce lundi. Pour ce dernier jour, plusieurs candidats ont déposé leur candidature, à l'instar de Vital Kamerhe, Christophe Mbosso et Constant Moutamba. La longue attente sur la formation du gouvernement fait réfléchir, le pays étant face aux grandes crises, notamment sécuritaires. D'aucuns pensent que ceci ne fait qu'aggraver la situation. Et puis début ce lundi 13 mai de l'épreuve du jury pratique, l'on a constaté la sérénité dont le chef de quelques finalistes ont rencontré sur le terrain avant le début de l'examen. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal télévisé. On commence tout de suite à la une de l'actualité à l'hémicycle de la Chambre basse du Parlement. Clôture ce lundi 14-13 mai plutôt de dépôt des candidatures pour l'élection du bureau définitif. Pour ce dernier jour, plusieurs candidats ont déposé leur dossier à l'instar de Vital Kamerhe, Constant Moutamba et Christophe Mbosso. Regardez. Quelques candidats qui ont déposé leur candidature pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Il s'agit de Vital Kamerhe au poste du président. Il promet, une fois à la tête, de faire jouer à l'Assemblée nationale son rôle de porteuse des desiderata de la population, mais aussi à être réellement le lieu où régnera la démocratie. Au poste du premier vice-président, Jean-Claude Chilumba de l'UDP Tshisekedi, sa candidature est déposée par Augustin Kabouya. Pour les postes du deuxième vice-président, il y a Antipas Mboussanyamouissi, Christophe Mbosso Nkoudia. Au poste de questeur, Dédé Moupassa A24, Trésor Loutala UDPS Kibassa, John Banza Mosaïque UDPS, Serge Bahati FDCA. Pour le poste de questeur adjoint, Eshiba Patrick et Bemba Caroline. Pour les postes du rapporteur, Jacques Njoli, Dominique Mounongo de Ensemble pour la République et Constant Moutamba de Dipro vont se les disputer le poste du rapporteur adjoint, le seul pour l'opposition. Il s'y est de noter que l'élection du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement interviendra ce samedi 18 mai 2024. Et après le dépôt de leur dossier, quelques candidats ont réagi à l'instar de Vital Kamerhe, Constant Moutamba et Christian Mwando qui a parlé au nom de leur candidate Dominique Mounongo. On en parle avec Rachel Adassaliola une fois de plus. Ça sera un véritable temple de la démocratie. Et je souhaite bonne chance à tous les candidats aux différents postes, que la démocratie l'emporte et que la sérénité revienne dans le cœur des gens, parce que nous avons beaucoup de défis qui nous attendent. La guerre à l'Est, les défis de la pauvreté que nous devons combattre et tout le reste. Donc nous sommes une institution importante au cœur de beaucoup des enjeux. Quelle assurance vous avez à donner à tous les députés nationaux, c'est qu'elle va apporter au bureau définitif à l'Assemblée nationale? D'abord, nous allons accompagner, parce que c'est notre candidat de l'opposition. Nous sommes accompagnés ici. L'opposition est minoritaire, mais comme vous savez, il y a des postes qui étaient réservés à la majorité et des postes qui étaient réservés à l'opposition. Mais à partir du moment où elle fera partie du bureau, elle va travailler pour l'ensemble de l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas de clivage au niveau du bureau. Le bureau sera un pour tous les députés. Donc, nous demandons le soutien donc, de l'ensemble des députés pour porter sa candidature. Sur demande de plus de 300 députés nationaux, nous avons été obligés par eux à déposer ces jours notre candidature au poste de rapporteur adjoint du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Parce qu'au sein de l'opposition politique, nous n'avons pas pu dégager le consensus autour de la candidature commune de l'opposition. Étant entendu, du reste, que l'opposition est plurielle et qu'il n'y a pas de chef de file en son sein. Et puis certaines candidatures proposées par le Présidium de l'Union sacrée pour la composition du bureau définitif de l'Assemblée nationale ne rencontrent pas l'assentiment de certains élus nationaux. Ces députés évoquent le népotisme, le clientélisme, le tribalisme et voire même le mépris des autres provinces et forces politiques. Ils l'ont dit à travers une communication politique rendue publique le week-end dernier. Regardez. La composition du bureau définitif de l'Assemblée nationale doit respecter
les prescrits de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, sur les principes de la représentation équitable des provinces de notre pays. Il est donc inacceptable qu'une province, une tribu ou un espace provincial occupe des postes au bureau, alors que d'autres sont absents. Conformément aux engagements du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mandat sera consacré à la lutte contre les antivaleurs. Les députés nationaux républicains ne peuvent accepter des candidatures teintées de népotisme. Tout en reconnaissant les principes de solidarité dans l'attribution des responsabilités, ceci demeure une exception car les règles et les poids politiques, résultat du vote populaire, critère démocratique par excellence. Par conséquent, les députés nationaux républicains demandent à l'autorité de référence de l'Union sacrée de rejeter la proposition faite par le Présidium et d'exiger la représentation équitable des provinces, le respect des poids politiques et de refuser tout népotisme. Et puis la toute première plénière du Sénat est convoquée ce mardi 14 mai. Cette convocation arrive après l'identification de nouveaux sénateurs le dimanche 12 mai au Palais du Peuple. Parmi eux, le Premier ministre sortant Jean-Michel Sama Lukonde qui promet de travailler pour l'intérêt de la population. Reportage Patrick Isobonge-Sebokuma. Parmi les sénateurs identifiés le dimanche 11 mai par l'administration du Sénat, il y a le Premier ministre sortant Jean-Michel Sama, élu dans le Haut-Katanga. Avec 13 voix, Jean-Michel Sama s'est conformé à la réglementation en donnant toutes les informations le concernant. Je voudrais remercier l'administration du Sénat d'avoir organisé cette identification. Et c'est une étape qui nous permet d'être bien informés, non seulement sur le fonctionnement de la Chambre haute du Parlement, et surtout ça nous donne aussi des informations sur notre rôle, le rôle qu'on devra jouer, l'interaction qu'on doit avoir avec l'administration du Sénat, mais aussi tout ce qui concerne la sécurité sociale. Et c'était aussi une occasion pour nous de fournir toutes les informations qui nous concernent de manière à être bien identifiés et permettre l'installation qui est prévue pour ce mardi. Au Sénat, Jean-Michel Sama est venu servir les intérêts de la nation. Tout en citant sa province, le Premier ministre sortant a réitéré son engagement à servir au mieux sa nation. Ici, c'est l'occasion, bien sûr, de faire passer aussi un message de responsabilité, parce que nous prenons cette tâche à la mesure de la confiance qui nous a été donnée par les grands électeurs qui sont les députés provinciaux. Ce qui nous concerne, c'est le Haut-Katanga. Et rappeler que nous avons pris l'engagement de servir en tenant compte de l'intérêt majeur de cette province du Haut-Katanga, mais de la République démocratique du Congo. Meilleur élu avec 13 voix parmi les 4 représentants du Haut-Katanga, Jean-Michel Sama est à la tête de la plateforme AB qui compte 15 sénateurs. Ce regroupement se classe ainsi en ordre utile pour les échéances à venir du Sénat. Et puis la population congolaise continue à se morfondre sur l'attente du gouvernement, un délai exceptionnel dans une longue attente dans un pays qui fait face aux grandes crises dans différents domaines, notamment sécuritaires. Tout est autour du respect scrupuleux de la Constitution, malgré l'urgence. La RDC étant un pays semi-présidentiel. Pour éclairer l'opinion, Vert Pâturage nous parle du régime semi-présidentiel dans cet élément signé Bénédicte Koké-Monumbi.
de 4 mois depuis l'investiture du chef de l'État et 1 mois depuis la nomination d'une première ministre, les institutions ne sont pas toujours en marche. Les politiques prennent tout leur temps pour un bon partage de gâteaux. Le régime semi-présidentiel, contrairement au régime parlementaire et présidentiel, ne permet pas au chef de l'État d'avancer tant qu'il ne prend pas l'option de l'urgence et de s'imposer. En effet, le régime semi-présidentiel se caractérise par un pouvoir exécutif double, c'est-à-dire un président élu au suffrage universel et un premier ministre qui travaille de concert avec le pouvoir législatif. Si le président est bien évidemment seul à détenir et à déléguer le pouvoir de l'État, il est à noter que la nature, l'étendue et la durée de sa tâche dans le régime semi-présidentiel se veut l'équilibre de pouvoir avec un gouvernement responsable devant le Parlement. Sachez que si l'Assemblée nationale peut bloquer les projets et politiques du Premier ministre, le président a le pouvoir de dissoudre en cas de conflit entre les institutions. Ce droit limite l'Assemblée la possibilité de mettre en cause le gouvernement. Ce régime limite aussi les décisions du chef de l'État, à la différence du régime présidentiel comme au Sénégal. Un changement de constitution intervient quand il est nécessaire de changer le régime dans un État. On parle autre chose à présent, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, le bombardement de camps des déplacés de Mugunga à Goma et la question socio-humanitaire pour indemniser les victimes étaient au centre des échanges entre le président de la République et la communauté nandé. C'était le week-end dernier, on en parle avec Affaire Vita. La délégation nandé venue à la rencontre du président de la République était essentiellement composée de chefs coutumiers, de leaders religieux et des opérateurs économiques. Les protagonistes ont brossé succinctement la situation sécuritaire dans l'est du pays. Mais avant tout, la communauté a présenté ses civilités au chef de l'État et l'a félicité pour sa réélection à la tête du pays. Nous sommes d'abord venus présenter les civilités au président de la République parce que depuis qu'il est installé pour son deuxième mandat, on n'avait jamais eu l'occasion de venir le voir. Et deuxièmement, nous sommes venus lui présenter la situation que nous traversons chez nous à l'Est, plus particulièrement au Nord Kivu. C'est la situation de la paix parce que là, nous vivons vraiment une situation critique. Les massacres, les viols, le kidnapping, les incendies de véhicules, de maisons et tout qu'on sort. Il nous a encouragés de continuer à prier et nous unir tous pour la recherche de la paix. Et si aussi continuer à communiquer en cas de nécessité, il faut qu'on lui donne chaque fois des informations parce que nous qui sommes sur le terrain, nous pouvons être bien informés que lui. Parlant du bombardement du camp de déplacés Mugunga, le président de la République a rassuré la communauté de son implication en vue d'une solution idoine. Sur cette question, il a reconnu que l'agresseur est là et que les stratégies sont montées pour que ce problème puisse prendre fin. Il y aura même une journée spéciale qui sera décrétée au niveau de la République pour commémorer les victimes de l'Est en général et du Nord Kivu en particulier, mais aussi nous avons parlé de la question socio-humanitaire pour indemniser les gens, pour consoler les gens, mais aussi pour s'occuper de plus en plus concrètes des besoins des déplacés. Déterminé à restaurer la paix, le président de la République a encouragé la délégation venue à son rencontre à ne pas baisser le bras et à ne pas se laisser manipuler par les agresseurs. Et rendons-nous en province pour parler de l'Ituri qui présente un bilan largement positif sur les plans sécuritaires et du développement, même si beaucoup reste à faire pour atteindre les objectifs assignés durant les 3 ans de l'état de siège. C'est ce qu'a révélé le gouverneur militaire de cette province. Le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni l'a dit lors d'une conférence de presse tenue le week-end dernier, dressant ainsi le bilan de l'état de siège durant 3 ans. Regardez.
Devant la presse, le gouverneur militaire de l'Ituri s'est exprimé question de passer en revue les réalisations de l'état de siège 3 ans durant. Pour Johnny Luboya, l'option non militaire a permis de recréer la confiance entre le gouvernant et les gouvernés. 3 ans, les gens oublient. Même moi aussi, des fois, j'oublie. Nous avons oublié tout ce qui se passait sur la RN27. Si vous partez d'ici jusqu'à Komanda, d'ailleurs, les gens ne voyageaient même pas. Parce que la première fois que je suis parti, il n'y avait personne. Nous avons oublié que de Komanda à Luna, il y avait tous les jours des incendies de véhicules. Pas un véhicule. Des véhicules et des véhicules, des tracts, des bus et tout. Tous les jours que Dieu a créé. Nous avons oublié aussi que la Tchabi à Boga. Nous avons oublié aussi qu'à Fataki, tous les jours il y avait des incursions. Nous avons oublié qu'à Libye, c'était des combats. Nous avons oublié qu'entre Ngote et Djalasiga, il n'y avait personne, il n'y avait pas de population. Je suis arrivé à Katanga, j'ai trouvé seulement le chef coutumier. Nous avons aussi oublié qu'on ne pouvait pas arriver ici à côté à Mongoual. Nous avons oublié tout ça. Oui, c'est bien d'oublier. Parce que ça, ce sont des malheurs, ce sont des mauvaises choses qui nous arrivent. Sur le plan de développement, plusieurs routes ont été asphaltées à Bunia, a affirmé l'autorité provinciale. Nous avons organisé les routes. Aujourd'hui, si vous voulez arriver à Komanda, vous n'allez plus faire des heures. Et on peut quitter Arou le matin et faire 8 heures pour arriver jusqu'à Bunia. Pour l'heure, beaucoup reste à faire pour atteindre la mission assignée à l'état de siège par le président de la République, celle d'imposer la paix sur l'ensemble de l'Ituri. La réconciliation et le pardon sincère entre les communautés fait preuve du retour définitif de la paix et de la stabilisation de cette partie du territoire national. D'une province à une autre, initialement prévue pour le dimanche 12 mai, l'inhumation des victimes du camp des déplacés de Mugunga aura lieu le mercredi 15 mai. Le gouverneur militaire à l'intérim du Nord Kivu justifie ce report par le retard observé dans l'exécution des travaux sur le site de Kibati, lieu d'inhumation. Je vous propose plutôt d'écouter Peter Chirimwami. Nous sommes en train de faire des travaux pour préparer des obsèques de nos compatriotes qui ont été lâchement abattus par les Rwandais le 3 mai. Mais il s'est fait malheureusement que pendant que je faisais les tours, je suis allé à Kibati, on est encore en train de construire les caveaux, je suis passé vers le stade, on prépare encore là où on doit exposer les corps, et je me rends compte que nous ne sommes pas prêts. Et avec les élus, avec la délégation qui est venue de Kinshasa, on s'est rencontrés pour évaluer cette situation et l'analyser par rapport au reste du temps. Et on a trouvé qu'il est impossible qu'on puisse passer aux obsèques demain. Et nous allons communiquer la date qui suit, ensemble avec les élus de la province du Nord Kivu, qui ont même aussi estimé que les dimanches ne seraient pas opportuns pour les obsèques. Et donc on remet à la semaine qui suit. La date précise, c'est le mercredi. En éducation, les élèves finalistes étaient confrontés ce lundi à l'épreuve de jury pratique. Quelques finalistes rencontrés sur le terrain avant le début de l'examen étaient plutôt sereins et optimistes d'après leurs témoignages. C'est depuis le début de l'année que la préparation a commencé. La réussite est donc certaine. Ida Maloba et Chiko Mukendi étaient sur place. Nous attendons affronter l'épreuve de jury pratique sans crainte. Témoignages des élèves finalistes rencontrés sur les terrains. À les en croire, c'est depuis le début de l'année que les préparatifs ont débuté, d'où cette assurance d'affronter l'épreuve de jury pratique avec brio. Alors déjà, nous n'avons pas eu beaucoup de problèmes parce que déjà de base, notre école, nous sommes très bien formés pour ça. Nous avons eu à se préparer pendant la semaine passée sur le logiciel Banana parce que c'est de là que nous allons faire notre examen. Et voilà, nous nous sommes préparés avec nos professeurs. Déjà que de base, nous nous sommes préparés depuis le début de l'année et c'est pas que là que nous allons baisser les bras. Et nous nous sommes préparés avec eux. Je pense que ça s'est bien passé. Déjà pour moi, c'était très bien. Et voilà, on est prêt, on va d'être la révision parce que déjà de base, on avait commencé depuis. Et
il n'y a rien d'extraordinaire en fait que nous allons trouver, que nous n'allons pas affronter. Nous avons eu à nous exercer à l'école, donc c'est une épreuve qui n'est pas très difficile. Vu la préparation à l'école, c'était déjà bon, donc ici c'est quelque chose qui ne sera pas très difficile, on a déjà l'habitude en fait, voilà. Et on est sûr, et puis chaque jour on nous encourage à l'école, les professeurs, les préfets, donc ça va déjà. Signalons que dans certains centres choisis pour la passation de l'épreuve de jury pratique, c'est jusqu'à 10 heures que les élèves étaient dehors, attendant les débuts de l'examen. Faut-il dire que les raisons de ce retard sont restées inconnues d'après ces élèves finalistes. Et puis on finit avec cette actualité en dehors de nos frontières. Les décès liés à la chaleur sont en hausse en Europe. Ceci ressort d'un rapport publié le 12 mai par une structure environnementale basée dans les vieux continents. Ida Maloba. Selon le rapport, l'augmentation de décès est causée par les vagues de chaleur, ajoutant du stress aux personnes âgées et aux conditions climatiques, favorisant des maladies transmises par des insectes. Au cours des dernières décennies, nous avons connu des records de température, des vagues de chaleur prolongées et cela a entraîné une augmentation de la mortalité liée à la température qui n'aurait pas été observée si les températures n'avaient pas changé au rythme où elles l'ont fait au cours des dernières décennies. Ce rapport de Lancet Countdown indique en outre que les pays du sud de l'Europe sont les plus touchés par les problèmes de santé liés au stress thermique. L'étude signale que ces problèmes touchent également le nord du continent. En moyenne, le nombre de décès a augmenté de 17 000 à 100 000 personnes entre 2013 et 2023 par rapport aux 10 années précédentes. Les populations âgées qui n'ont pas accès à des systèmes de refroidissement de la température, qui sont exposées à des chaleurs extrêmes à la maison et qui ne sont pas en mesure de prendre des mesures pour se protéger et s'hydrater prennent de gros risques. Cela dépend également de nombreuses autres comorbidités, des facteurs de risque sous-jacents par exemple. L'étude des Lancet Countdown indique que de nombreux pays européens restent des contributeurs majeurs aux émissions de gaz à effet de serre et continuent d'accorder des subventions nettes aux combustibles fossiles en dépit de leurs effets néfastes sur la santé. On va prendre le grand titre tout de suite. L'opération de dépôt de candidature pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale s'est clôturée ce lundi. Pour ce dernier jour, plusieurs candidats ont déposé leur candidature à l'instar de Vital Kamerhe, Christophe Bosso et Constant Moutamba. La longue attente sur la formation du gouvernement fait réfléchir. Le pays étant face aux grandes crises, notamment sécuritaires, d'aucuns pensent que ceci ne fait qu'aggraver la situation. Et puis début ce lundi 13 mai de l'épreuve du jury pratique, l'on a constaté la sérénité dont le chef de quelques finalistes ont rencontré sur le terrain avant le début de l'examen. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Merci de votre attention soutenue et restez-nous fidèles. Au revoir.